Désolé, je ne peux pas. » Ce furent les seuls mots que Maya parvint à prononcer lorsque son professeur lui demanda de lire à voix haute devant la classe. Les rires qui suivirent devinrent la bande sonore familière de ses années d'école. Mais le mois dernier, cette même fille prononça un discours de 5 minutes sans un seul bégaiement et remporta le championnat régional d'art oratoire. Le véritable tournant fut une conversation avec son grand-père qui transforma sa vision de sa voix. Qu'a-t-il dit pour déclencher un tel changement? Rejoignez-moi pour découvrir le moment qui a mis Maya sur la voie du triomphe. La première fois que Maya bégaya en classe, un garçon au dernier rang imita sa voix d'un gémissement aigu déclenchant un rire qui se répandit dans la salle. L'enseignant soupira et passa à autre chose, créant un précédent pour la scolarité de Maya. Elle commença à lever moins la main, même lorsqu'elle connaissait les réponses. Les mots lui semblaient coincés entre les dents, et la peur les retenait à l'intérieur. Au 2e mois, le harcèlement a évolué. Des notes sont apparues dans son casier, avec des phrases comme « Parle, espèce de monstre », griffonnées d'une écriture brouillonne. Dans les couloirs, des groupes d'enfants ralentissaient le pas à son passage, chuchotant des bégaiements exagérés. Plus Maya se retirait, plus il devenait audacieux. Des études révèlent que 60% des enfants qui bégaient sont victimes de harcèlement, une dure réalité qui aggrave le trouble de la parole. Le cerveau commence à associer la parole au danger, créant une boucle de rétroaction du silence. Un après-midi, un groupe l'a coincée près des supports à vélo après l'école, formant un cercle vague autour d'elle. « Dis quelque chose de drôle », a demandé l'un d'eux en souriant. La gorge de Maya se serra, les mots s'accumulèrent sur ses lèvres, mais rien ne sortit. Le silence se prolongea jusqu'à ce que quelqu'un lui donne une petite tape sur l'épaule, et le groupe s'est effondré dans un fou rire en s'éloignant. Ce soir-là, elle était assise à la table de la cuisine pendant que ses parents se disputaient à propos du changement d'école. Sa mère voulait la faire sortir immédiatement. Son père pensait qu'elle devait s'endurcir. Le directeur avait déjà balayé leurs inquiétudes plus tôt dans la semaine d'un haussement d'épaule. « Les enfants sont des enfants », a-t-il dit. Maya ne voulait pas partir. L'idée de recommencer quelque part où le cycle pourrait se répéter lui semblait pire que de supporter ce qu'elle connaissait déjà. Ce qui l'empêchait d'abandonner complètement, c'était le souvenir de la voix de son grand-père lors de leur dernière visite. Il s'était assis avec elle sur la balancelle du porche, les mains fermement posées sur ses genoux, et lui avait dit « Tes mots comptent, même s'ils viennent lentement. » Sur le moment, cela ne lui avait pas semblé suffisant. Maintenant, dans le silence de sa chambre, c'était la seule chose qui la faisait rester. Le harcèlement ne cessa pas, mais quelque chose en Maya changea. Elle commença à prêter attention à la façon dont les gens parlaient, ceux qui ne bégayaient pas. Elle remarqua la façon dont son professeur préféré marquait des pauses entre les phrases, dont l'animateur radio de l'émission matinale de son père prenait des respirations délibérées. Il y avait un rythme, une musique qu'on ne lui avait pas apprise. Le soir, elle s'entraînait devant son miroir, essayant d'imiter ses pauses, ses respirations. Cela ne réglait rien, pas encore, mais cela lui donnait un sentiment de contrôle. Puis vint le jour où elle trouva un prospectus pour le concours régional d'éloquence scotché à son casier. Quelqu'un avait dessiné un bégaiement sur le mot « discours ». Les lettres étaient irrégulières et brisées. Maya le détacha soigneusement, lissant les plis de son carnet. Ce soir-là, elle sortit une vieille boîte à chaussures de sous son lit. À l'intérieur se trouvaient des pages de discours qu'elle avait écrits, mais qu'elle n'avait jamais osé prononcer à voix haute. Elle les étala sur le sol, les lisant en silence. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit le poids des mots non prononcés lui serrer les côtes. En repensant à chaque épisode de harcèlement, la détermination de Maya grandissait. Elle réalisait que chaque raillerie, chaque mot la poussait à prendre une décision. Elle pouvait soit laisser la peur de parler la définir, soit trouver un moyen de reprendre sa voix. Le souvenir des paroles de son grand-père résonnait dans son esprit, lui rappelant que sa voix avait de la valeur. Cette prise de conscience fut un tournant, renforçant sa détermination à affronter le défi avec détermination.
Le parcours de Maya ne consistait pas seulement à endurer le harcèlement, mais aussi à trouver la force dans sa vulnérabilité. Elle comprenait que même si le harcèlement ne cessait pas, sa réaction pouvait changer. En se concentrant sur le rythme de sa parole et en s'exerçant devant son miroir, elle gagnait peu à peu le courage de s'exprimer. Le dépliant du concours d'éloquence était plus qu'un simple bout de papier, c'était l'occasion de transformer sa peur en quelque chose de puissant. En relisant ses discours, elle ressentait une lueur d'espoir, la conviction que ses paroles pourraient un jour être entendues. La boîte à chaussures sous le lit de Maya contenait 3 douzaines de feuilles de cahier, chacune remplie de discours qu'elle avait écrits mais jamais prononcés à voix haute. Ces pages étaient ses réponses aux débats en classe qu'elle organisait et aux arguments qu'elle aurait aimé présenter lorsque les élèves se moquaient de son bégaiement. Le papier sentait légèrement la mine de crayon et les traces de gomme, avec des mots barrés et réécrits jusqu'à ce qu'ils deviennent fins. Elle les avait empilés soigneusement, bords alignés, comme si la propreté pouvait compenser leur silence. Cette boîte à chaussures était plus qu'un simple contenant. C'était un puissant symbole de son potentiel inexploité et de son histoire personnelle. Une enveloppe en papier kraft arriva par la poste un mardi, l'écriture cursive tremblante de son grand-père dans un coin. À l'intérieur se trouvait une cassette intitulée « Séance 4, technique de respiration, à l'encre de machine à écrire délavée. Un mot s'en glissa. Écoute-la quand tu seras prête. » Maya retourna la cassette dans ses mains, repensant aux mains de son grand-père tenant cette même cassette des décennies plus tôt, ses doigts pressés contre les sillons tandis que la voix d'un thérapeute le guidait à travers les voyelles. Elle la glissa dans le tiroir de son bureau et le referma. Pendant 3 semaines, la cassette resta là. La boîte à chaussures s'était recouverte d'une fine couche de poussière. L'évitement de Maya renforçait son anxiété liée à la parole, créant des connexions neuronales qui associaient la parole au danger. Elle aurait pu écrire des pages sur la physique des ondes sonores ou l'histoire de la rhétorique, mais lorsqu'elle essayait de les exprimer à voix haute, son souffle se bloquait derrière ses côtes. Cette réflexion sur son évitement soulignait à quel point sa peur était profondément ancrée. Puis vint le jour où un groupe d'élèves l'encercla à la cafétéria, frappant du poing sur la table au rythme de ses bégaiements. Ce soir-là, elle sortit la cassette dessous une pile de feuilles de maths. Le lecteur siffla lorsqu'elle appuya sur « play ». Au début, il n'y eut qu'un bruit blanc. Puis la voix de son grand-père résonna, ferme mais parfois inégale. « Inspire en imitant les voyelles », conseilla le thérapeute sur l'enregistrement. « Laisse le son chevaucher l'expiration. » Maya se tenait devant son miroir, les épaules raides. Elle essaya « Ah, pomme !» et grimaça en voyant son propre reflet. La technique lui semblait absurde, comme murmurer des secrets à une version d'elle-même qui ne répondrait peut-être jamais. Elle s'entraînait quand personne n'était à la maison, répétant des phrases jusqu'à en avoir la gorge brûlante. Certains jours, elle parvenait à faire des phrases complètes sans trébucher. D'autres fois, elle frappait du poing sur le matelas après la 5e tentative ratée. Les progrès n'étaient pas linéaires. Les neurosciences montrent que le contrôle moteur de la parole dépend du développement de la myéline, ce qui nécessite de la répétition. Les répétitions de Maya étaient désordonnées et frustrantes. Elle persévérait, non pas parce qu'elle croyait que ça marcherait, mais parce qu'arrêter lui semblait être un abandon. Le dépliant du concours est arrivé dans sa boîte aux lettres un samedi. Celui-ci n'était pas abîmé comme celui du tableau d'affichage de l'école. Son grand-père avait entouré la date limite d'inscription au stylo rouge et tracé une flèche vers le numéro de téléphone. Maya le tenait sous la lumière de la cuisine, observant l'encre maculée là où sa main s'était attardée. Cet après-midi-là, elle ressortit la boîte à chaussures. Cette fois, elle ne se contenta pas de lire les discours en silence. Elle les prononça à voix haute, lentement, laissant les pauses s'étirer aussi longtemps que nécessaire. Quelque chose avait changé. Pas dans son élocution, pas encore, mais dans sa compréhension de ce que signifiait la fluidité. Ce n'était pas une question de perfection, c'était une question de persévérance. Debout devant le miroir de sa chambre, Maya répétait la même phrase 47 fois,
avant qu'elle ne sorte parfaitement. La phrase était simple. Le renard brun rapide saute par-dessus le chien paresseux. Mais chaque mot lui donnait l'impression de marcher sur un sol inégal. Son reflet révélait la tension de sa mâchoire, la façon dont ses lèvres se serraient trop fort avant de former le son suivant. Le magnétophone de son grand-père avait mis l'accent sur la mémoire musculaire. « La bouche doit apprendre son propre rythme », avait dit la voix du thérapeute. Maya se regardait parler, étudiant les infimes ajustements qui faisaient la différence entre trébuchement et fluidité. Les progrès étaient inégaux. Certains matins, elle se réveillait et pouvait réciter des paragraphes entiers avec seulement quelques hésitations. D'autres jours, les mots s'en mêlaient dans sa gorge, malgré sa respiration lente. Ces jours-là, elle s'enfermait dans la salle de bain, le front contre le carrelage froid, la frustration s'accumulant dans sa poitrine. Les neurosciences montrent que le contrôle moteur de la parole s'améliore avec un entraînement soutenu. Les répétitions de Maya étaient épuisantes. Elle rythmait sa respiration, 4 temps d'inspiration par le nez, 6 temps d'expiration par les lèvres pincées. Au début, elle devait compter mentalement en silence. Au bout de 2 semaines, le rythme est devenu automatique, synchronisé avec la montée et la descente de ses côtes. Le concours était à 14 jours lorsqu'elle s'est heurtée à un mur. Elle pouvait écrire des phrases simples, mais les enchaîner pour former un discours cohérent lui semblait impossible. Son premier paragraphe, une anecdote personnelle sur la première fois où elle se souvient d'avoir bégayé, l'a encore bloquée dès la 3e ligne. Elle a essayé de le décomposer mot par mot, puis phrase par phrase, mais les transitions entre les pensées restaient irrégulières. Les recherches indiquent que le bégaiement s'aggrave souvent aux limites grammaticales, là où le cerveau doit planifier le segment de discours suivant tout en exécutant le segment en cours. Le cerveau de Maya restait bloqué dans ses trous. Un soir, après 1 heure de tentatives infructueuses, elle jeta ses fiches à travers la pièce. Elles s'éparpillèrent sur le tapis, atterrissant face contre terre en rangées irrégulières. Elle s'assit au bord de son lit, agrippant le matelas des 2 mains. Le magnétophone continuait de fonctionner, la voix monocorde du thérapeute parlant de respiration diaphragmatique. Maya tendit la main et appuya sur stop. Le silence qui suivit fut épais. Elle fixa les fiches, l'écriture soignée qu'elle avait pratiquée pendant des semaines. Puis elle les ramassa une à une, lissant les coins pliés. La découverte est arrivée de manière inattendue. Elle était à mi-chemin d'une autre répétition lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait complètement abandonné la fluidité. Elle pensait désormais à l'histoire elle-même, le souvenir qu'elle essayait de transmettre, son poids. Les mots lui venaient plus lentement, mais plus clairement. Elle n'essayait plus de les forcer. Des études sur les interventions contre le bégaiement montrent que se concentrer sur l'intention communicative plutôt que sur la mécanique de la parole peut réduire les disfluences. Maya n'avait pas lu ces études, mais elle ressentait le changement dans sa chair. La clarté était l'objectif. Elle a développé 3 techniques cette semaine-là. Premièrement, elle a marqué ses fiches de petits points bleus à chaque transition importante. Un signal visuel pour marquer une pause et reprendre sa respiration. Deuxièmement, elle s'est entraînée à parler à mi-vitesse, en allongeant les voyelles jusqu'à ce que le rythme lui paraisse naturel. Troisièmement, elle s'est enregistrée et a réécouté, non pas pour les bégaiements, mais pour les moments où sa voix lui ressemblait le plus. Les enregistrements ont été douloureux au début. Entendre sa propre voix se briser ou se bloquer lui donnait des picotements. Mais avec le temps, elle a commencé à reconnaître des schémas, certains sons qui la faisaient toujours trébucher, certaines phrases qui coulaient plus facilement. 2 jours avant le concours, elle parvint à prononcer son discours complet d'un seul coup. Ce n'était pas parfait. Il y eut encore des hésitations, des moments où elle haleta. Mais le fil de l'histoire tenait. Elle se tint une dernière fois devant le miroir, observant son reflet prononcer la phrase de conclusion. Les mots entre les mots valent toujours la peine d'être entendus. Sa voix ne vacilla pas. À 3 heures du matin, Maya était assise par terre dans la salle de bain, répétant son discours à voix basse. Le robinet goutait, tel un métronome pour son allure irrégulière.
Le concours exigeait un discours original de 5 minutes, intitulé « Les mots, entre les mots ». Elle l'avait répété des dizaines de fois, mais à moins de 12 heures de son entrée en scène, les mots lui semblaient étrangers. Sa gorge se serrait à chaque fois qu'elle atteignait le 3e paragraphe, où elle décrivait la première fois où elle avait entendu sa propre voix se moquer. Le miroir reflétait des cernes sous ses yeux, résultat de 3 nuits blanches. Son téléphone vibra sur le lavabo. Un message d'un numéro inconnu apparut. « Tu vas encore te ridiculiser, lol. » Elle n'eut pas besoin de deviner qui l'avait envoyé. Le numéro fut bloqué en quelques secondes, mais le mal était fait. Les mains de Maya tremblaient tandis qu'elle prenait ses fiches. L'encre avait bavé à force de les manipuler. Elle essaya de se concentrer, mais le message continuait de tourner dans sa tête, transformant ses phrases répétées en obstacles. Elle appela son grand-père. Le téléphone sonna 4 fois avant qu'il ne réponde, la voix rauque de sommeil. Elle ne s'excusa pas d'avoir appelé si tard. Il l'écouta décrire le texte, les tremblements, la façon dont son discours lui semblait soudain comme un champ de mine. Il y eut un long silence, puis il dit « Bégayez volontairement dès la première ligne ». Maya se figea. L'idée était contraire à tout ce pourquoi elle avait travaillé. Pourquoi inviterait-elle ce qu'elle avait passé des mois à essayer de réprimer? Son grand-père expliqua « Si on contrôle le bégaiement, il ne peut pas nous contrôler. » Des études montrent que se confronter aux stimuli redoutés réduit leur puissance, mais Maya ne pensait pas à la recherche. Elle pensait au rire potentiel du public, à la façon dont il s'était propagé dans les salles de classe comme un virus. Elle raccrocha et fixa sa première phrase. « Je m'appelle Maya, et j'ai passé des années à avoir peur de ma propre voix. » Les mots étaient léchés, répétés jusqu'à ce qu'ils soient lisses. Maintenant, il lui semblait un mensonge. Elle prit un stylo rouge et les traça. En dessous, elle écrivit « je m'appelle Maya. Il me faut toujours 3 essais pour le dire. » La nouvelle version lui retourna l'estomac. Et si les juges y voyaient de la faiblesse? Et si le rire commençait pour ne plus jamais s'arrêter? Elle pressa ses paumes contre ses paupières jusqu'à ce que les couleurs s'épanouissent derrière elle. À 5 heures du matin, elle avait réécrit les 3 premières phrases pour tenir compte du bégaiement au lieu de l'éviter. Son discours n'était plus parfaitement fluide, mais il semblait honnête. Des études montrent que le public pardonne les faux pas initiaux lorsque l'orateur reprend confiance. Maya ne savait pas si elle pouvait projeter de l'assurance, mais elle pouvait projeter de l'honnêteté. Elle s'entraîna à cette nouvelle introduction jusqu'à ce que le soleil s'infiltre par la fenêtre de la salle de bain, projetant de longues ombres sur le carrelage. Le matin du concours, elle était habillée avec soin, un chemisier bleu marine, un pantalon noir et des chaussures à talons juste assez hauts pour lui permettre de se tenir droite. Ses fiches étaient soigneusement empilées, les bords alignés, avec les marques de stylo rouge de son grand-père visibles en haut. L'auditorium de l'école était déjà à moitié plein à son arrivée. Quelques têtes se tournèrent, tandis qu'elle remontait l'allée. Elle reconnut des visages de la classe, dont celui du garçon qui avait imité son bégaiement des mois plus tôt. Il esquissa un sourire narquois lorsqu'elle passa. Les doigts de Maya se crispèrent sur les fiches. En coulisses, les autres candidates discutaient à voix basse, ajustant leurs cravates ou lissant leurs jupes. Maya se tenait à l'écart, effectuant ses exercices de respiration. 4 comptes, 6 comptes. L'organisatrice, une femme munie d'un presse-papier, l'appela pour la composition de l'équipe. Maya était 4e. Elle entendait la voix de la première oratrice à travers les rideaux, claire, assurée, sans un seul silence. Les applaudissements qui suivirent furent si forts qu'elle tressaillit. Quand son tour arriva, la marche jusqu'au podium lui parut interminable. Les lumières de la scène étaient plus vives qu'elle ne l'avait imaginé, transformant le public en silhouette. Elle agrippa les bords du podium, les jointures blanchissant. Le silence ne se fit pas. Quelqu'un toussa. Une chaise grinça. Maya expira, baissa les yeux sur sa première fiche et commença. Lorsque Maya monta sur scène, le silence ne se fit pas. Quelqu'un toussa. Une chaise grinça. Le podium était froid sous ses paumes tandis qu'elle ajustait sa prise, ses doigts pressant le grain du bois.
Elle expira, comptant les secondes dans sa tête, puis commença exactement comme elle s'était entraînée, en bégayant délibérément le premier mot. « Je m'appelle Maya. » Le silence qui suivit fut pesant. Quelques spectateurs s'agitèrent sur leurs sièges, leur malaise palpable. Puis vint la deuxième phrase, claire et mesurée. « Il me faut toujours 3 essais pour la dire. » Ce contraste faisait partie de son plan. Des études montrent que le public pardonne les faux pas initiaux lorsqu'ils sont suivis d'une diction ferme. Et Maya avait répété ce moment pendant des semaines. Au 3e paragraphe, quelque chose d'inattendu se produisit. Elle cessa de penser aux techniques, la respiration, les pauses, les points bleus sur ses fiches. L'histoire qu'elle avait écrite sur la cassette de son grand-père, sur la boîte à chaussures sous son lit, sur le garçon qui imitait sa voix, commença à couler sans effort conscient. Les mots ne venaient pas parfaitement. Il y avait encore des moments où sa voix tremblait ou où une consonne restait coincée dans sa gorge. Mais le rythme lui semblait naturel, comme marcher sur un chemin familier. Des études sur le contrôle moteur de la parole suggèrent que les mouvements surappris, ceux répétés des centaines de fois, commencent à fonctionner automatiquement. Les mois de séances de miroir de Maya avaient reprogrammé sa mémoire musculaire. Vers la fin, sa voix tremblait. Elle décrivait le texte qu'elle avait reçu la veille, celui qui l'avait tenue éveillée jusqu'à l'aube. Ce souvenir lui serrait la poitrine, et pendant une seconde, les mots s'immobilisèrent. Le silence s'éternisa, puis elle fit ce que son grand-père lui avait appris. Elle marqua une pause, reprit son souffle, et termina la phrase plus fort qu'elle ne l'avait commencée. Le public ne réagit pas à ce faux pas. Ils étaient maintenant penchés en avant, certains les mains jointes, d'autres la tête légèrement inclinée. Le garçon qui s'était moqué d'elle en classe était figé sur sa chaise, l'expression indéchiffrable. Lorsqu'elle prononça sa dernière phrase, les mots entre les mots valent encore la peine d'être entendus. La salle resta silencieuse un instant de trop. Les paumes de Maya étaient humides contre le podium. Puis une seule paire de mains se mit à applaudir. C'était la juge au premier rang, une femme aux cheveux argentés et aux lunettes à monture métallique. D'autres se joignirent à elle, le bruit s'intensifiant jusqu'à remplir l'auditorium. L'ovation debout commença avec l'orthophoniste, assise près de l'allée, puis se propagea rangée par rangée. Elle dura plus longtemps que son discours. En coulisses, les autres concurrents la regardaient avec des expressions oscillant entre curiosité et respect réticent. Le garçon qui avait envoyé le message avait disparu. L'organisatrice tendit une bouteille d'eau à Maya, un sourire sincère. « Il a fallu du courage », dit-elle. Maya ne répondit pas. Elle était trop occupée à se remémorer le moment où les applaudissements avaient commencé, la façon dont le son l'avait enveloppée comme un corps solide. Le trophée était plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. La gravure indiquait « Première place, championnat régional d'art oratoire ». Les lettres étaient insérées sous son pouce. Son grand-père l'appela, avant même qu'elle ait quitté l'auditorium. Sa voix était rauque lorsqu'il dit « Je savais que tu y arriverais ». Maya serra le téléphone plus fort, soudain consciente du nombre de personnes qui la regardaient. Une étudiante de première année bègue rôdait près des portes, serrant un carnet contre sa poitrine. Leurs regards se croisèrent brièvement avant que la jeune fille ne détourne le regard. Ce soir-là, Maya déposa le trophée sur son bureau, à côté du magnétophone et de la boîte à chaussures contenant les discours. Les fiches étaient effilochées sur les bords, les marques de stylo rouge maculées par les manipulations. Elle les remit dans la boîte, puis marqua une pause. Sous la pile se trouvait une feuille de papier qu'elle n'avait pas touchée depuis des mois, un discours qu'elle avait écrit après la première fois où elle avait été moquée en classe. L'écriture était alors plus brouillonne, les phrases plus hargneuses. Elle la lut une fois, puis la plia soigneusement et la rangea. Le lendemain matin, sa boîte mail contenait un courriel du journal local. Il souhaitait l'interviewer au sujet de sa victoire. Un autre message provenait d'une clinique d'orthophonie, lui demandant si elle envisagerait de faire du bénévolat. Maya les parcourut, les doigts sur le clavier. Pour la première fois depuis des années,
L'idée de parler ne lui serrait pas la gorge. Une semaine après le concours, la boîte mail de Maya s'est remplie de messages. L'un disait « Votre discours a changé ma perception du bégaiement de mon frère ». Un autre venait d'un enseignant. « J'ai montré votre vidéo à ma classe. Ils ont enfin compris ». Le journal local a publié son article citant son grand-père qui avait déclaré « Elle a gagné pour bien plus que pour elle-même ». Un centre d'orthophonie lui a envoyé un courriel pour lui demander si elle accepterait d'aider les plus jeunes. Maya a lu chaque message 2 fois, les doigts sur le clavier. L'attention était inhabituelle, comme entrer dans une pièce dont la lumière était soudainement trop forte. À l'école, les réactions étaient mitigées. Certains camarades chuchotaient encore à son décès, leur voix baissant jusqu'à des bégaiements exagérés. Mais maintenant, d'autres les faisaient taire. Une élève de terminale de l'équipe de basket, quelqu'un qui ne lui avait jamais adressé la parole auparavant, a dit à un groupe de première ricanant de « grandir ». Le changement était subtil, mais perceptible. Les recherches sur les normes sociales montrent qu'une mobilisation visible modifie le comportement du groupe, même si les attitudes sous-jacentes sont à la traîne. Maya a surtout remarqué le changement à la bibliothèque, où les élèves ne se tournaient plus pour la dévisager lorsqu'elle demandait de l'aide à la bibliothécaire. Son exposé suivant était pour le cours d'anglais un compte-rendu de lecture sur « Comment tuer un oiseau moqueur ». En se dirigeant vers l'avant, elle aperçut une élève de première année au premier rang, les mains crispées sur une pile de fiches, le genou de la jeune fille rebondit sous le bureau. Un tremblement nerveux que Maya reconnut instantanément. Elle marqua une pause avant de commencer, soutenant le regard de la jeune fille un instant plus longtemps que nécessaire. Le message était silencieux mais clair. « Je te vois ». Elle présenta son compte-rendu avec seulement 2 hésitations, toutes 2 gérées par des pauses délibérées. Après le cours, l'élève de première année s'attarda près de la porte, ses fiches maintenant rangées dans une chemise effilochée. Elle ne dit rien, mais la façon dont elle salua Maya d'un signe de tête avant de partir était une conversation à part entière. Ce soir-là, son grand-père appela. « Un discours ne guérit pas toute une vie de doute », prévint-il. Sa voix avait ce ton rauque qu'il prenait lorsqu'il essayait de paraître sage. Maya enroula le fil du téléphone autour de son doigt, fixant la coupure de journal scotchée au mur. Elle savait qu'il avait raison. Le trophée sur son bureau n'effaçait pas les années de rire, les notes dans son casier, ni la façon dont sa gorge se serrait encore avant de lever la main. Mais cela avait eu un autre effet. Cela lui avait donné un plan pour la suite. L'idée du podcast lui est venue à 2 heures du matin. Elle parcourait le formulaire de bénévolat de la clinique lorsqu'elle a vu les activités proposées. Mentorat par les pairs, accompagnement d'ateliers, campagne de sensibilisation. Aucune ne lui convenait. Ce qu'elle souhaitait, c'était une plateforme pour des voix comme la sienne, celle qui ne correspondait pas au modèle de la fluidité. Elle a ouvert un document vierge et a tapé « disfluent » en haut. Le nom lui semblait juste, sans complexe, une réappropriation du mot qui avait été utilisé contre elle. Le matin venu, elle avait rédigé une introduction et sélectionné son premier invité, un étudiant bègue qui animait une émission de radio. Enregistrer le premier épisode fut plus difficile que prévu. Le micro capta chaque respiration, chaque hésitation. Elle dut recommencer 3 fois avant de terminer les premières lignes sans bégayer. Mais elle laissa ses bégaiements au montage final, refusant de les lisser. L'épisode fut diffusé un jeudi. Le dimanche, il avait été téléchargé 200 fois. Les commentaires affluèrent, souvent de personnes qui n'avaient jamais entendu quelqu'un bégayer volontairement. Un auditeur écrivit « Je ne savais pas que des voix comme la mienne avaient leur place à l'antenne. » Le podcast a connu un succès plus rapide qu'elle ne l'avait prévu. Un professeur de linguistique de l'Université d'État l'a contacté pour discuter des neurosciences de la parole. Un humoriste bègue lui a envoyé un message pour lui demander de partager sa routine. Même certains de ses camarades l'ont écouté sans jamais lui en parler en face. L'étudiante de première année d'anglais est devenue une invitée régulière, sa voix devenant plus assurée à chaque épisode. Maya a gardé à l'esprit l'avertissement de son grand-père. Ce n'était pas un remède,
juste une nouvelle pratique. 6 mois plus tard, la clinique lui a demandé de prendre la parole lors de sa collecte de fonds annuelle. L'événement s'est déroulé dans la salle de bal d'un hôtel, le public étant composé de donateurs et de thérapeutes. Maya se tenait à l'estrade, ses fiches habituelles remplacées par une simple feuille de papier. Elle a commencé comme lors du concours. « Je m'appelle Maya. » Cette fois, personne n'a bougé. La salle est restée silencieuse, attentive. Au fond, un garçon d'à peine 10 ans était assis à côté de ses parents, les mains jointes sur ses genoux. Lorsque Maya eut terminé, il fut le premier à se lever. Le grand-père de Maya avait raison depuis le début. Le véritable obstacle n'était pas son bégaiement, mais la peur que ses mots n'aient aucune importance. Cette peur l'avait maintenue silencieuse longtemps après la fin des rires. Mais le podium, le micro, l'étudiante de première année au premier rang, tout cela prouvait autre chose. Sa voix, tel un phare, attirait l'attention. La prochaine fois que vous hésiterez à parler, rappelez-vous, votre voix est la lumière qui guide les autres. Si des histoires comme celle de Maya vous touchent, abonnez-vous. D'autres voix comme la sienne attendent d'être entendues, discrètes, déterminées, dignes d'être amplifiées. Acceptez votre voix, c'est votre force.